think so. Yeah. Oh, listen to this. Salut à tous. Je continue dans les petits dossiers. Bon, vous allez me dire que c'est des vieux dossiers, mais à mon avis, il y en a beaucoup qui permettent de comprendre pourquoi on en est à des proportions industrielles au niveau de la modification climatique et de la météo à l'heure actuelle. Donc celui-ci est en français. Il s'appelle noyau glaçogène dans l'atmosphère. Là, on a beaucoup de pistes, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'observations et d'expériences qui ont été faites depuis les années 40-44, que ce soit en laboratoire ou à l'air libre. Alors, je vous mettrai le lien sous la vidéo, bien sûr. C'est quand même un dossier qui vient de harvard.education. Voilà, chaque page est tamponnée par la NASA. Voilà. Et voilà, on va faire un léger petit tour. J'espère que ça vous donnera envie d'y jeter un œil. Un noyau glaçogène est tout grain de matière autre que la glace capable de provoquer ou de favoriser la formation d'un cristal de glace. Donc comment créer des noyaux de solidification ou de congélation dans des nuages pour qu'une fois qu'ils soient assez lourds fassent de la pluie. Voilà, donc là-dedans on a toutes les en tout cas beaucoup de techniques, beaucoup d'analyses. Donc pas mal d'explications, pas mal d'expériences. Vous avez à chaque fois le nom des gars qui revient, les années. Voilà, ça c'est vraiment des choses à aller gratter, voir s'il y a des dossiers là-dessus, voir si on peut avoir des informations supplémentaires. Beaucoup de choses. Donc on va se balader un petit peu, je vais descendre, je vais passer. Toutes les méthodes de mesure, la taille des noyaux glaçogènes. Qui fait quoi? Relation entre la température et la concentration des noyaux glaçogènes, donc à quel moment ils se forment, à quel moment ils se transforment. À chaque fois on a les années, hein, les gars qui ont bossé dessus, on a tout. Bon, c'est un petit peu technique. Dimension des noyaux, à partir de quel volume, quel diamètre ça fonctionne ou pas. Composition des noyaux glaçogènes. Donc c'était en 1951, ouais, 48 même. Les différentes analyses, particules minérales, particules hygroscopiques, produits de combustion, micro-organismes, nature inconnue, pas de noyau. Voilà, avec différents endroits où ça a été capté, jusqu'à des carottes de glace dans le Groenland. Schaeffer, je sais pas si vous voyez là, lui, son nom ressort dans beaucoup de dossiers. Donc là on nous parle des poussières volcaniques qui bien sûr agissent en tant que noyau de condensation, un noyau glaçogène. On nous parle des noyaux d'origine industrielle, des sources locales d'origine industrielle provoquant une augmentation de la concentration des noyaux glaçogènes. Quelques auteurs ont étudié le seuil d'activité des résidus de combustion. Donc bien sûr maintenant c'est un petit peu plus filtré et ainsi de suite, mais on commence déjà, vous allez voir, à parler de silicates et oxydes métalliques qui interviendraient de différentes manières. Il convient toutefois de noter que dans les régions industrielles, l'existence de nombreux noyaux inactifs et de gaz qui empoisonnent les noyaux entraîne une désactivation rapide des noyaux glaçogènes. Ce qui veut dire que silicates, oxydes métalliques pourraient détruire ou faire disparaître les nuages. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vous conseille aussi de regarder ce qu'il y a à propos de ce monsieur Serpollet. J'en enverrai aussi quelques-uns. Voilà. Là, bon, un petit coup d'œil, spores, pollen, bactéries.
micro-organismes donc. Noyau composé de sel marin. Donc là on sait qu'il y a pas mal de procédés qui disent que d'ensemencer les nuages avec du sel marin pour les blanchir. Voilà. Noyau d'origine cosmique. Oui, parce qu'il y a des comètes, voilà, météorites métalliques. Il y a eu pas mal d'études là-dessus qui ont été faites. Et vous verrez, c'est un peu le sujet de la fin du dossier, je vous laisserai dire. Noyau artificiel. Le fait que les noyaux glaçogènes naturels ne deviennent actifs en moyenne qu'aux températures inférieures à moins 12 degrés Celsius a conduit à rechercher s'il n'existe pas de noyau artificiel ayant un seuil d'activité plus élevé. Donc voilà, même si l'air est plus chaud, même si les nuages sont plus chauds, même si les températures sont plus hautes, il serait bien qu'on trouve un produit qui permette de créer quand même des noyaux glaçogènes et ensemencer les nuages. L'idée à la base de ces recherches était d'introduire de tels noyaux glaçogènes dans un nuage composé de gouttelettes d'eau surfondues afin de provoquer artificiellement l'apparition de cristaux de glace à des températures plus élevées que celles auxquelles ils se forment naturellement. On espérait ainsi provoquer artificiellement des précipitations qui ne se seraient pas produites naturellement. Donc, les nombreuses recherches effectuées dans ce sens ont montré qu'un certain nombre de substances finement divisées, donc aujourd'hui on est à l'heure des nanotechnologies et c'est une partie de ce qui nous vaporise, en tout cas des tailles nanométriques, parce que les particules fines diamètre 10 dont on nous parle là, par Air Paris, Fatmo et tout ça, bon c'est bien gentil mais il y a beaucoup plus petit. Hein. Et d'ailleurs ils commencent à l'analyser. Les substances les plus actives connues actuellement sont le fluoroglucinol comme noyau organique et l'iodure d'argent comme noyau inorganique. Alors allez-y, hein. Google, fluoroglucinol, vous allez voir, on s'en sert comme médicament en grande partie, et surtout, vous savez, il y a des termes chimiques, des références chimiques, c'est C6N8E03, quelque chose comme ça. On le retrouve dans le dossier Analytica, pour ceux que ça intéresse. Donc quand on a fait analyser les filaments, on a retrouvé ce genre de produit qui est associé à du benzène en grande partie, mais on trouve vraiment dans le rapport Analytica, je vous le remettrai à la fin si vous voulez, la signature chimique précise de ce produit là, 60 ans après, hein, après les analyses, enfin les premières expériences. Donc c'était assez surprenant. Donc après on continue avec mode d'action des noyaux glaçogènes. Pareil, hein, on pourrait jeter un œil. C'est toujours intéressant et puis on comprend vraiment tous les mécanismes, le pourquoi, du comment. Donc retard à la nucléation. Pareil, ce petit monsieur là, Vonnegut, c'est des pages entières avec ses expériences. Donc le premier qui attira l'attention sur ce phénomène, il observa que si on introduit des fumées d'iodure d'argent dans une atmosphère sursaturée dont la température est inférieure à 0 degré, la vitesse de formation des cristaux de glace décroît exponentiellement en fonction du temps des cristaux se formant encore 50 minutes après l'introduction des fumées. Donc ils ont fait, les mecs, hein, je vous rassure, ils ont tout essayé. Vous allez voir, c'est pas fini. Voilà, iodure d'argent par-ci, iodure d'argent par-là. Activité reproductive des noyaux glaçogènes. Voilà. Donc ils se multiplient pas. Alors là, ils disent que donc on est en 1957. 51 pour le début. Altération de l'activité des noyaux glaçogènes par des polluants. Donc si des produits interviennent dans la manière dont ils se forment, ils se développent et ainsi de suite, ça peut limiter le développement justement, ou empêcher carrément la nucléation.
et le fait de créer des gouttelettes et de la cristallisation. Donc c'est un fait bien connu que certaines vapeurs peuvent empoisonner les noyaux glacogènes, ce qui a comme effet de diminuer leur activité glacogène. Donc baisser l'efficacité de l'iodure d'argent par exemple. Ce phénomène a été étudié en laboratoire par Bierstein en 57 et 60 pour les noyaux d'iodure d'argent et d'iodure de plomb. Bon, c'est un laboratoire, on est bien d'accord. Hein. Mais quand même, ils y ont pensé. Hein. Et après, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont utilisé autre chose, un cousin? En tout cas, dans certains brevets, on retrouve lead oxide. Hein. Lead, c'est le plomb. Donc en anglais, lead oxide. Donc on retrouve quand même des traces là-dessus. Hein. Cet auteur a montré que l'éthylamine et la méthylamine étaient deux poisons violents pour les noyaux de la méthylamine, empêchant même la nucléation jusqu'à moins 55 degrés. Ok, il faut en vouloir quand même, hein, pour utiliser ce genre de produit et tester avec ça. Donc tout ça dans des atmosphères bien fermées. Voilà, quand on ajoute des vapeurs d'éthylamine ou de turpentine au mélange, voilà, moins 55, moins 52, moins 58, ça fait pas de nucléation quoi. Et Bierstein, 57-60, a également observé que la désactivation des noyaux glacogènes par l'ammoniac était d'autant plus marquée que sa concentration était plus élevée, ce qui a été confirmé par Georgi en 1960. Ouais. Faites-vous plaisir les mecs, hein. Faites-vous plaisir. Allez-y. Alors vous étonnez pas que ils épandent n'importe quel type de saleté au-dessus de nos têtes. Allez, on continue. Préactivation des noyaux glacogènes. Donc le booster à noyaux glacogènes. Hein. Il existe plusieurs catégories de ce qu'on a l'habitude d'appeler les noyaux préactivés. Une première catégorie de noyaux préactivés a été découverte par Fournier d'Albe, 49, en étudiant les propriétés des noyaux d'eau dure de cadmium. Dans le case orange, ou en tout cas les gens du Belfort Group nous en ont beaucoup parlé du cadmium. On le retrouve là aussi dans les brevets. Donc ça explique pourquoi aussi on les retrouve peut-être dans les analyses de pluie et ainsi de suite. Voilà, c'est le booster, le super booster. Et je vous laisserai pareil jeter un œil. Donc des dossiers comme ça, il y en a plein. C'est vrai qu'il y a des vieux dossiers, c'est vrai que c'est un petit peu long à lire, c'est un peu rébarbatif à approcher. J'en conviens, mais ça permet vraiment de comprendre pourquoi on en est avec nos cieux quadrillés 5 jours sur 7 aux 4 coins des pays occidentaux et de tous ceux qui jouent à ce jeu-là. Voilà, on comprend beaucoup mieux par la suite. L'effet de l'immersion sur l'activité des noyaux glacogènes. Donc ça, on l'avait vu sur une archive de l'INA, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais sorti des dossiers CNRS, INA. Et donc un effet qui avait été mis en évidence en 1956 en étudiant l'activité glacogène des cristaux d'iodure d'argent montés sur des fils d'araignée. Donc en fait, les noyaux, les gouttelettes d'eau s'accrochent sur le fil d'araignée, on vaporise l'iodure d'argent, vous savez, avec des milliards de particules par mètre cube. Et on peut les observer en détail. Et donc, bah voilà. Est-ce que le fil augmente l'efficacité, permet de mieux disperser? Je sais pas. On va regarder. Voilà. Donc plein de choses à tomber par terre. Quand même. Et puis beaucoup de monde qui a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Qu'on nous dise pas que ça ne fonctionnait pas, que ça n'a pas marché, que c'était des gens qui étaient marginaux, des scientifiques marginaux. Parce qu'il y a beaucoup de grands noms là, il y a beaucoup de gars qui ont travaillé des dizaines d'années là-dessus. Voilà. Je vous laisserai faire un tour là-dessus. Regardez ce qui se dit, prendre le temps pour ceux qui ont l'énergie. Et puis les dossiers continueront à tomber, hein, je vous rassure. Et puis on va aller crescendo. On va regarder comment les produits pétrochimiques sont livrés dans les aéroports par exemple. Par qui? Par quels moyens?
et que en l'occurrence c'est pas la peine de chercher les camions qui livreraient. Vous en saurez plus dans quelques jours. Et je vous rappelle qu'il est intéressant toujours dans ce genre de dossier de regarder cette partie-là. Alors là, il y en a dans toutes les langues. Allemand, français, anglais. Il y en a dans toutes les langues. Beaucoup de références. Copier, coller, moteur de recherche. Qu'est-ce qui se dit? Quels sont les dossiers associés? Voilà, Bierstein, 1957. Étude des effets de certains agents chimiques sur la nucléation ou pour empêcher la nucléation. Donc c'est là qu'on va retrouver le plomb, je crois. La méthylamine, tous ces trucs qu'ils utilisent les gars. Stimulation artificielle de la pluie. Voilà, il faut vraiment se balader là-dedans. Prenez du temps. Parce que vraiment la mine d'informations là-dedans est sans fin. Sans fin. Vous trouvez un dossier, ça vous amène sur un autre dossier. Voilà, encore et encore et encore. Les aérosols, les noyaux de condensation, de nucléation, pardon. Quand, pourquoi, par qui, comment. Voilà. L'activité glaçogène des aérosols d'oxyde métallique. Partie 1, partie 2, Serpollet, vous voyez, je vous disais. Là, il y a un gros dossier. En cours aussi. Contribution des fumées industrielles à l'enrichissement de l'atmosphère en noyaux glaçogènes. Fumée d'aciérie électrique et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, ça fait penser un petit peu à la chaîne Weather War 101, Scott Stevens, qui nous parle que les centrales nucléaires, que les grosses usines et générateurs de tout type de fumée aux différentes températures interviennent directement dans l'appareil météorologique. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Et je rajoute les petits détails, la page d'Analytica avec le petit médicament qui vaporise. À bientôt.